Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qui s'appelle DBTools Bundle. On va commencer par se présenter. Donc je m'appelle Simon Mellerin, je suis développeur web PHP, Symfony et Vue.js. Je viens de Nantes et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Machina Corpus. Voilà, donc moi je m'appelle Pierre Rinaud et c'est un peu tout pareil. Voilà. Sauf que je tiens à préciser qu'aujourd'hui je suis là à titre personnel parce que je ne suis pas en train de travailler. C'est important. Donc on va juste rapidement présenter ce que c'est Machina Corpus. Donc en fait, on est une ESN. À l'époque où les ESN s'appelaient encore des SS2I, chez Machina, on aimait bien se présenter comme une SS2L, une société de services en logiciel libre. En fait, on travaille exclusivement avec des logiciels libres et on essaye, quand on peut, de contribuer aux différents outils qu'on utilise. Donc on est une entreprise de 50 personnes à peu près, située entre Paris, Nantes et Toulouse. On a 3 pôles. Un pôle service où on fait des applications métiers sur mesure pour des clients. Un pôle produit où on développe des produits tous open source et plutôt orientés vers les territoires. Le produit, on va dire historique, s'appelle Geotrek et en fait c'est un logiciel de gestion de randonnée pour les parcs naturels. Et puis ensuite on a un 3e pôle qui est le pôle formation et là en gros on fait des formations sur toutes les technos qu'on utilise au jour le jour. Cette présentation va se dérouler en 3 parties. Donc d'abord une présentation générale de DBTools Bundle. Ensuite, on va voir concrètement comment on peut l'utiliser pour anonymiser des données. Et puis ensuite, on verra le futur du projet. Mais d'abord, on va commencer par se demander pourquoi est-ce qu'on veut anonymiser des données. Pour ça, pour voir un peu dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui se sont déjà retrouvées à utiliser des données de production sur un environnement de développement local? Donc là, on a à peu près tout le monde qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez lever la main les gens qui ont déjà utilisé au moins une fois de l'anonymisation de données sur un projet? Donc là, on a quand même aussi à peu près toute la salle, donc c'est pas mal. Alors j'aimerais bien rajouter une question là-dessus et lever la main ceux qui ont dû développer eux-mêmes leur process d'anonymisation. Ok. Un peu moins, mais pas mal quand même. Donc du coup, en fait, c'est vrai que des processus d'anonymisation, enfin on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation d'avoir des données de prod en local. Et quand on se balade le soir avec son sac à dos dans lequel il y a un ordinateur qui contient 20 000 lignes de clients avec des numéros de sécu, des numéros de carte bancaire, tout de suite, le sac à dos pèse un peu plus lourd sur les épaules. Donc l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que ça n'arrive plus. Déjà parce que on n'aime pas se trimballer avec des données de clients pour le respect de nos usagers. Et puis ensuite, parce que c'est complètement illégal avec l'arrivée du RGPD et tout ce qui s'ensuit. Vas-y. Voilà, donc moi je vais continuer. Je vais vous dire les 3 problèmes qu'on a rencontrés nous et pourquoi on a développé cet outil. Effectivement, ils sont écrits en gros. Le premier, c'est que c'est un peu tordu à mettre en place une anonymisation sur un projet et on a ce besoin de façon très récurrente. Donc il fallait que ce soit facile et rapide. Voilà, c'est un des problèmes auxquels on essaye de répondre. Et ensuite, comme l'a mentionné Simon, on a travaillé par exemple pour des mutuelles. Donc le RGPD, c'est des choses qui sont très importantes pour eux. On a des données très sensibles, notamment les numéros de sécu, c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais ça peut être aussi des informations relatives à la santé, etc. Et donc du coup, il nous fallait un workflow qui nous permettait de faire ça en toute sécurité sans jamais sortir des environnements sécurisés. Donc ça, c'est Simon qui va le présenter tout à l'heure. Et puis, on avait affaire à des mutuelles, comme je l'ai dit, donc parfois des tables avec des millions et des millions et des millions de lignes. Donc il fallait que ce soit rapide. Voilà. Et donc, comment on en est venu à créer ce projet-là ? À savoir qu'au cours des 10 dernières années, on avait maintenu des processus d'anonymisation dans quasiment tous les projets qu'on a développés. Seulement, ces process d'anonymisation, à chaque fois, c'était... Alors nous, on travaille beaucoup en PHP Symfony, mais peu importe la techno, tous les frameworks qui proposent de l'outillage pour faire des lignes de commande qui permettent de faire de l'outillage pour les projets. En fait, on copiait-collait cet outillage à la main à chaque fois.
qui étaient des grosses requêtes SQL d'anonymisation. On les adaptait, on les modifiait, et puis en fait ça devenait rébarbatif parce que chaque projet, on copiait-collait de l'historique qui n'avait pas de sens, on avait des potentielles erreurs, enfin on copiait-collait nos erreurs, ça devenait un peu n'importe quoi, et puis revenir sur les plus anciens alors que les nouvelles avaient évolué, ça devenait compliqué aussi. C'était très difficile à maintenir. Et voilà. Et puis effectivement, cette demande de se mettre en conformité avec leur GPD, qui était une vraie demande de nos clients, hein, pour de vrai. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de copier-coller des choses un peu comme ça à l'arrache. Il fallait qu'on rende ça un peu plus industriel, un peu plus fonctionnel. Et puis il y a un autre volet, un autre versant qui est donc séparé de ce besoin client et de se mettre en conformité légale, qui était aussi le fait que nous on utilise beaucoup de logiciels libres, comme l'a dit Simon, et on a voulu reverser cette connaissance à la communauté. Donc on a développé, c'est pour ça que ça s'appelle un bundle d'ailleurs, on n'a pas parlé du nom. Les bundles dans Symfony, c'est l'équivalent des modules dans tout genre de projet, parce qu'à l'origine, on a donc fait un module pour Symfony. On verra plus tard que c'est plus le cas, mais on a gardé le nom. Et donc du coup, toujours dans cette idée, et ça raccroche d'ailleurs avec la conférence qu'il y avait avant dans la même salle, de contribuer à l'open source et de pouvoir aussi partager ce qu'on fait, mais d'un autre côté aussi capitaliser sur les retours des utilisateurs en dehors de nos clients. Donc, qu'est-ce que c'est DBTools Bundle? C'est un ensemble d'outils. D'accord? Donc, il y a un outil pour faire des backups et des restores de bases de données. On ne va pas en parler beaucoup, mais on les utilise dans les procédures d'anonymisation. Et il y a l'outillage d'anonymisation, qui est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Et puis, on a aussi un petit outil d'affichage de statistiques, mais qui est à l'état expérimental, qui marche pour Postgre, mais un peu moins pour les autres. Donc, on ne va pas en parler du tout aujourd'hui de cet outil-là. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est avant tout, c'est un outil en CLI qui fournit un ensemble de commandes qu'on peut lancer à loisir. Et donc du coup, pourquoi on s'adresse à un public plutôt généraliste? On n'est pas dans une conférence PHP aujourd'hui, c'est parce qu'on a un outil qui peut être utilisé en standalone et qui supporte un certain nombre de bases de données. Donc voilà, qui correspondent à nos cas d'utilisation à nous, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, MySQL, et clone et assimilé, ça peut fonctionner aussi. On a un support assez large. Et petite note, on avait aussi un support SQL Server, qui est toujours dans le code, qui fonctionne, mais on n'en fait plus la pub parce qu'on n'a pas les procédures de backup et restore avec, donc on ne peut pas mettre en place le workflow complet de bout en bout. Donc tout à l'heure, on a parlé des trois objectifs principaux qu'essayer d'adresser le projet. Et il y en avait une notamment qui était de faire en sorte que l'anonymisation soit rapide. Ce qu'on a remarqué en parlant avec des collègues et puis avec d'autres personnes qui développent, c'est que souvent les processus d'anonymisation, ils ne sont pas respectés parce qu'en fait, ils sont souvent très longs. Et donc, il fallait si on voulait que notre produit soit utilisé, il fallait qu'on essaye de faire quelque chose de performant. Du coup, là, on va commencer par regarder on va commencer par regarder ça. Donc, pour faire ça, on a fait une petite application benchmark. L'application, donc c'est une application en Symfony qui a 4 connexions à 4 bases de données différentes. Donc les bases de données qu'on a vues juste avant. Et puis sur ce projet-là, on a 3 objets métiers. Donc un objet customer qui a un mail, un mot de passe, un nom, un prénom et un âge qu'on va anonymiser. Une autre entité qui sera l'entité adresse, donc là qui est une adresse postale complète à anonymiser. Et puis une troisième qui est order, et là en fait qui a 4 colonnes anonymisées, des numéros de téléphone, des emails, un montant et puis une note qui est un texte brut. Donc on a injecté des données dans ces 4 bases de données avec différents volumes, et puis à chaque fois on a lancé l'anonymisation de données avec le DBTools Bundle pour voir à quelle vitesse ça allait. Donc par exemple avec 100 000 lignes, avec seulement des données dans la table Customer, on a des performances de moins de 10 secondes, donc 5 secondes pour Postgre, un peu plus pour SQLite, et puis des performances un peu moins bonnes pour MariaDB et MySQL. Bon, alors ce qu'il faut savoir quand même, avant d'aller plus loin, c'est que
Là, on a utilisé les images Docker de base qui étaient fournies par les différents SGBD et que l'image de base de MySQL n'avait pas très bien configurée. Donc ça explique que les temps sont vraiment plus élevés pour MySQL par rapport à MariaDB. Vous allez le voir par la suite, c'est encore plus visible. Donc ça, c'était pour 100 000 lignes. Pour 1 million de lignes, on passe seulement à 3 fois plus de temps pour Postgre, 2 fois plus de temps pour SQLite, un peu plus pour les autres. Là, ce qu'on ne voit pas, mais, parce qu'on n'a que à 100 000 et 1 million, mais c'est que en fait, l'augmentation du temps n'est pas du tout linéaire en fonction du nombre de lignes. En fait, on a un temps qui est au départ qui est incompressible, et puis après, ça augmente, mais vraiment assez faible en fonction de la quantité de volume. C'est pour ça qu'en fait, on a le temps qui se multiplie que par 3, alors qu'on a 10 fois plus de lignes. Donc ensuite, on a les mêmes expériences qui sont faites avec seulement des données dans la table adresse et dans la table order. Donc là, on retrouve sensiblement les mêmes métriques. Et puis, enfin, on a fait des tests avec des données dans la table customer et dans la table adresse. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que si on regarde la ligne 1, où on avait 100 000 données pour la table customer, et la ligne 3, où on en avait 200 000 pour la table adresse, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout additionné ces deux lignes-là pour arriver à cette seconde, mais que c'est quand même plus efficace. Et ensuite, on a fait un test avec des données dans les 3 tables. Et là, pareil, on se rend compte qu'on n'additionne pas les 3 lignes, c'est quand même plus réduit. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que déjà, on a quand même des performances qui sont assez chouettes. 24 secondes pour anonymiser plus d'1 million de lignes dans une table et 200 000 et 100 000 dans les deux autres, c'est pas mal. Enfin, en Postgre, je parle en Postgre et en SQLite, puisque du coup, côté MariaDB, MySQL, c'est un peu plus long quand même. Et que surtout, en fait, l'anonymisation de données, elle n'est pas du tout linéaire par rapport au nombre de lignes qu'on a à faire. Et en fait, ça, c'est dû à la méthodologie qu'on a mis en place dans cet outil. En fait, la plupart des outils qu'on avait regardés existants, ce qu'ils faisaient pour anonymiser de la donnée, c'était, grosso modo, je charge une entité, j'utilise une bibliothèque comme Faker pour l'anonymiser, et puis je la réinsère en base de données. Et là, on voit bien que si on a 1 million de lignes, on fait 1 million de je charge une donnée, je la réécris, je charge une donnée, je la réécris, ce qui prend énormément de temps et ce qui augmente linéairement le temps d'anonymisation par rapport au nombre de données qu'on a en base de données. Alors que nous, on est plutôt parti sur faire une grosse requête d'update par table qu'on a à anonymiser. Et donc, du coup, on tire profit vraiment des capacités des SGBD à faire des grosses requêtes compliquées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir des performances aussi fortes, on utilise que du SQL. On fait une requête d'update par table. Et puis, pour générer ces requêtes d'update, on a utilisé un query builder qu'on a fait maison. Mais ça, on en reparlera plus tard quand on ira voir comment est-ce qu'on a fait pour faire des requêtes performantes comme ça. Voilà, donc je vais reprendre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Notre outil au départ, c'était un module Symfony, mais aujourd'hui ça ne l'est plus, c'est un paquet standalone. Qui est packagé, donc on peut l'utiliser si vous faites un projet en Java ou en C# et que vous avez besoin de l'outil, vous pouvez le prendre et l'utiliser et lui dire d'aller se connecter à votre base de données. À partir du moment où c'est un vendeur supporté, ça marchera. Et donc on a fait ce qu'on appelle des flavors. Donc aujourd'hui, on retrouve effectivement dans le cœur de ce paquet une intégration à Symfony qui va permettre de s'auto-configurer quand on le met dans un paquet Symfony, c'est ça essentiellement l'intérêt. La même chose pour Laravel, qui sont des frameworks PHP toujours. Et sinon, la version, le petit logo PHP est peut-être pas bon, mais ce qu'on appelle la version standalone, c'est-à-dire on utilise les outils, les package managers de PHP, on descend le projet et on peut l'utiliser. Il y a une commande juste à lancer et ça marche. Et puis on a aussi créé une image Docker qu'on peut mettre dans un Docker Compose, par exemple, pour descendre le projet à côté de votre propre infra. Et donc, du coup, quelle que soit la façon dont vous l'installez ou l'utilisez, on retrouve toujours la même façon de fonctionner. En PHP, on utilise le vendor, là, c'est un peu l'équivalent du node-module.bin pour les projets Node.js, mais sauf que ça, c'est pour Composer en PHP. Si vous voulez le lancer en Symfony, vous utilisez l'outil de CLI de Symfony. Si vous l'avez en Docker, vous utilisez Docker Compose Run. Et puis si vous l'avez en Laravel, vous utilisez leur propre outil qui s'appelle Artisan. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après, tout ce qui se passe après juste ce bout de commande,
le anonymize, moins local database, et toutes les options que vous allez mettre, ça va être les mêmes. C'est-à-dire que quel que soit le contexte d'utilisation, l'outil s'utilise de la même façon. Voilà, donc ça c'est important à bien comprendre. Il est assez versatile et vous pouvez l'utiliser dans un certain nombre de contextes différents. Donc maintenant, on va parler de l'anonymisation, comment on utilise le produit, quel que soit le contexte, parce que la façon de l'utiliser est la même. Hop, et on va d'abord voir comment setup l'outil. Ah non, je me suis trompé, pardon, j'ai inversé l'écran présentation. Ce qui est important dans l'anonymisation, quand vous avez une base de données à anonymiser, c'est d'identifier les données que vous voulez anonymiser. Parce que vous n'allez pas vous amuser à rendre aléatoire toutes les données de votre table, sinon, de votre base, sinon ça va prendre juste des années à faire. Et puis les données que vous allez récupérer à la fin n'auront plus aucun sens. Donc vous allez identifier les colonnes que vous avez besoin d'anonymiser, les noms, les prénoms, je ne sais pas, le sexe, les emails, des numéros de sécu, ce que vous voulez. Et puis vous allez sélectionner dans notre outil parce que les anonymisateurs qui correspondent. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'anonymisateurs stock qui sont là. On peut générer des faux emails qu'on peut configurer d'ailleurs. On peut générer des faux passwords avec plusieurs méthodes de hachage. Forcément des nombres, des entiers, des chaînes, des noms, prénoms, des adresses, etc. Bon, bref, on a un catalogue d'anonymisers qui n'est pas très très grand pour l'instant, mais on attend des contributions pour la suite. Et puis, une fois que vous avez fait votre plan et que vous savez ce que vous voulez anonymiser, bah, vous allez descendre le paquet, vous allez le configurer à minima, en lui donnant donc du coup une connexion à votre base, sachant qu'il y a une méthode après plus tard qui est documentée. Si vous avez plusieurs bases que vous voulez anonymiser dans un même process, vous pouvez créer autant de configurations que vous voulez et les lancer en une seule commande. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la conf aujourd'hui. Un répertoire de stockage qui est très important parce que c'est là que les backups et restores vont se passer quand on va anonymiser les bases. Et puis un certain nombre d'autres paramètres que je vous inviterai, si ça vous intéresse, à aller regarder dans notre documentation. Ce qu'il faut noter, c'est que du coup, toute cette configuration, tout se passe dans un fichier à la racine de votre projet qui s'appelle dbtools.config.yaml. Et la chose importante à retenir, c'est que la seule ligne qui est nécessaire, c'est la ligne pour paramétrer la connexion à la base de données. Toutes les autres ont des valeurs par défaut et sont déjà là, donc c'est une conf qui est vraiment minimale pour pouvoir lancer l'outil. Très exactement. Et en plus, si vous êtes dans un contexte de Symfony ou de Laravel, vous n'avez même pas besoin de l'écrire, puisque l'outil va venir avec son intégration et aller récupérer tout seul les informations de connexion. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour dire à notre outil d'anonymiser une table en particulier? Donc on va se focaliser sur la variante YAML, on verra qu'il y a d'autres variantes de configuration. Là, ce qui est surligné, c'est le nom de la table dans votre base que vous voulez anonymiser. Ensuite, je vais prendre le nom d'un champ. Là, c'est du YAML, donc c'est vraiment les noms qu'il y a dans votre base de données. Et puis le type d'anonymiseur que je veux utiliser. Donc là, par exemple, j'anonymise une adresse email avec l'anonymizer qui s'appelle email. Je ne lui passe pas d'option en particulier. Là, par exemple, j'anonymise un mot de passe. Là, ça commence à être un peu plus fin. Je vais lui dire le type d'algorithme que je veux utiliser. Et je vais donner un mot de passe. Ça, c'est un choix arbitraire qu'on a fait. Pour les mots de passe, on a décidé, quand on les anonymisait, on mettait le même pour tout le monde. Bon, comme ça, c'est plus simple. Et puis, de toute façon, personne ne va venir se connecter sur votre machine de dev, à part vous. Donc, autant que vous maîtrisiez le mot de passe. Cette colonne level, on l'a appelée un peu arbitrairement, c'était pour montrer un exemple de string anonymizer, donc une chaîne de caractères. Donc là, je lui donne une liste de samples. Donc des samples, c'est une data list, si vous voulez, de termes à piocher au hasard pour mettre sur vos lignes correspondantes dans votre table. C'est-à-dire que là, j'ai none, bad, good et le dernier qui est tronqué. Et bien en fait, quand je vais anonymiser en random la base de données, dans cette colonne-là, je vais avoir une valeur au hasard pour chaque ligne. Et puis un dernier exemple, par exemple là j'ai une colonne qui s'appelle age, je lui ai mis un integer et je lui donne un min et un max.
Donc voilà, c'était pour vous montrer que c'est assez facile de décrire les colonnes que vous voulez anonymiser et comment les anonymiser. Et c'était aussi pour montrer qu'après, il y a un certain nombre d'options pour chaque anonymizer qui sont disponibles, documentées, et qui sont pour la plupart des cas pas obligatoires. Sauf pour les entiers, il faut quand même miner un max. Voilà, et je voulais vous montrer aussi, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui font du PHP Symfony? Ouais, il y en a quelques-uns. Ok, très bien, donc je vais le montrer quand même du coup. On a aussi une intégration Symfony qui marche, qui va un peu plus loin que simplement s'auto-configurer, et qui permet, voilà, on va retrouver là par exemple une entité doctrine, on retrouve notre table name qui s'appelle customer, et on va pouvoir venir configurer le framework directement par attribut sur les classes PHP de votre, enfin, les classes PHP qui sont les entités de votre ORM. Et il y a une intégration complète, ce qui veut dire que quand vous utilisez le framework Symfony, vous avez du zéro conf complètement, vous allez juste annoter vos entités métiers. Quand vous lancerez la procédure d'anonymisation, vous aurez comme résultat la base de données anonymisée telle que vous l'avez décrite dans votre code. Et les exemples qu'on a mis ici, on retrouve exactement les mêmes que j'avais mis en YAML avant, c'est pour vous montrer que les deux variantes existent. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on a configuré notre anonymisation, petite étape très importante, c'est vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc on lance une petite commande qui s'appelle dump config et qui nous ressort voilà, une liste. Alors généralement la liste est plus longue que ça, là c'était pour l'exemple par rapport à la conf qu'on a faite, qui vous dit sur telle table, telle colonne, qui liste les colonnes et qui vous dit comment vous l'anonymisez, quelles sont les options. Voilà, là c'est vraiment pour démontrer que c'est très très simple à mettre en place et configurer. Je donne une connexion à la base de données et je fais un petit fichier YAML avec des tables et des colonnes et comment je l'anonymise, et c'est tout. Voilà, donc je vais repasser la main à Simon qui va parler du workflow. Oui, donc là en fait on a configuré notre anonymisation et maintenant on va voir comment on va utiliser cette configuration pour effectivement anonymiser une base de données. Ce qu'il faut savoir quand on fait de l'anonymisation pour respecter le RGPD, c'est que une des règles de base, c'est qu'une donnée sensible ne doit jamais sortir d'un environnement qui n'est pas sécurisé. Du coup, on ne peut pas directement récupérer un dump de prod sur sa machine et puis faire l'anonymisation en local, puisqu'à ce moment-là, il y a un moment donné où il y a des données sensibles qui sont retrouvées sur un environnement qui est non sécurisé, qu'est votre environnement de développement local. Du coup, l'astuce pour ça, c'est de passer par un environnement intermédiaire. Donc là, on va prendre un cas générique de workflow, où on a une prod qui est donc un environnement sécurisé, une pré-prod qui est aussi un environnement sécurisé, et puis le poste de dev en local qui, lui, n'est pas un environnement sécurisé. Donc on a pris ce choix-là pour l'exemple de workflow générique, on verra après qu'on peut faire autrement. Mais donc on va partir sur ce cas présent. Donc on va imaginer que sur la prod, on fait déjà régulièrement des backups de notre base de données avec DB2 Bundle, et donc on a déjà des backups de disponibles. Pour retrouver les backups qui sont disponibles sur le serveur, on lance la commande db-tools restore-list, et donc ça va nous permettre de lister tous les backups qui sont présents effectivement et d'en choisir un. Une fois qu'on en a trouvé un qui nous intéresse, on va aller sur le serveur de pré-prod et on va venir copier ce fichier, ce dump sur le serveur de pré-prod. L'étape suivante, c'est du coup... c'est l'étape numéro 2, elle va être découpée en petites étapes, puisqu'en fait, la commande anonymize avec le chemin vers le dump va faire tout un tas de tâches qu'on va décrire. Du coup, en fait, l'idée de cette commande, ce n'est pas d'anonymiser la base de données qu'on a déjà en place, mais c'est bien d'anonymiser un fichier de dump. Donc, on prend un fichier de dump en entrée, et à la sortie, on l'a anonymisé, et l'environnement reste le même qu'il était au départ de la commande. Donc la première étape, l'étape 2 points quand on lance la commande, c'est qu'on va commencer par faire un dump de la base courante sur l'environnement. L'étape numéro 2, c'est qu'on va injecter le dump qu'on a récupéré de la prod sur notre environnement de pré-prod. Ensuite, le processus d'anonymisation va anonymiser la base de données. Finalement, on revient exporter cette base de données sur le même fichier de dump, mais qui du coup est devenu anonymisé. Et puis finalement, on restaure la base de données qui était au départ avant qu'on lance la commande. Donc comme ça, on a bien un environnement qui, à la fin du processus, est resté le même qu'au départ,
Et puis on a notre fichier de dump qui a été anonymisé dans le processus. Une fois qu'on a notre dump anonymisé, eh bien on peut le récupérer en local et l'importer sur notre base de données locale. Et donc à ce moment-là, on a bien sur notre environnement de développement des données anonymisées, mais à aucun moment on a eu de données sensibles qui ont transité par un environnement pas sécurisé. Donc je disais que là, on avait pris le cas général, c'est parce que souvent, quand même, aujourd'hui, tout le monde a une prod et une pré-prod. Donc c'est un workflow qu'on peut mettre en place sur la plupart de nos projets. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce second environnement sécurisé, en fait, ça peut être n'importe quoi du moment qu'il y a soit un environnement Docker de disponible, soit du PHP et puis une base de données. Donc, on pourrait très bien imaginer que cet environnement qui s'appelle pré-prod ici soit un runner sur une CI ou ce genre de choses. Et donc, ça pourrait très bien être une tâche de la CI que toutes les semaines, aller faire un export de base de données en prod et puis l'anonymiser et le mettre à disposition de toutes les équipes. Comme ça, le lundi matin, quand on arrive, on a toujours un dump frais anonymisé de données qui est quelque part en artefact d'une CI ou ce genre de choses et qu'on peut aller récupérer pour utiliser sur nos environnements de développement. Et petite note, les chiffres de performance qu'on a vus tout à l'heure, c'est juste l'étape 2.3. Parce qu'après, les étapes de dump et de restore, elles peuvent être plus lentes en fonction de la taille de votre base. Donc quand on travaillait, nous, avec des clients, on avait bien des dumps de prod qui étaient mis sur des machines de recettes internes pour le client, qui étaient sur le même environnement, le même hébergeur, juste côte à côte. Donc ça, voilà, ça sortait jamais... il n'y avait jamais de données sensibles qui transitaient en dehors, mais du coup on anonymisait directement cet environnement qui était déjà prêt en fait à être anonymisé. Ouais. À noter que du coup, si pour ce workflow on utilise par exemple on le fait sur un runner de CI, l'avantage c'est que justement ces deux étapes de je remets en place mon environnement tel qu'il était au départ n'est pas nécessaire puisque l'environnement était vide au moment où on a commencé le processus. Oui, voilà, ce qui permet de gagner du temps. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est donc le workflow que nous on préconise pour faire de l'anonymisation de données. Ensuite, on va voir que donc on a vu qu'on avait une liste d'anonymiseurs qui était disponible du coup qui venait avec le DB2 bundle, mais on peut étendre cette liste. Donc il y a deux possibilités pour l'étendre. Déjà, on a créé un système de packs, c'est-à-dire que on peut faire des packs. Par exemple, à l'heure actuelle, on a un pack FRFR qui contient de quoi anonymiser des noms et des prénoms qu'avec des prénoms qu'on retrouve en France. Et puis, on a la même chose pour des adresses, des numéros de sécu. Donc là, ça concerne vraiment FRFR. Donc on l'a exporté dans un pack à côté. Et donc tout le monde peut faire un pack d'anonymiseurs et le proposer à la communauté. Donc ça, c'est une première possibilité pour avoir plus d'anonymiseurs. Et puis ensuite, si on est sur un projet PHP, on peut développer ses propres anonymiseurs. Et donc, en gros, ça correspond à implémenter une classe abstraite qui s'appelle anonymiseur et qui vient de l'API du DB2 bundle. À noter qu'il y a des petites classes abstraites en plus qui permettent d'aller plus vite. Par exemple, souvent, ce qu'on a besoin, c'est de générer un sample de données assez conséquent et puis d'aller piocher des données au hasard dedans. Donc là, pour ça, on a le abstract enum anonymizer où en gros, on a juste besoin de fournir une méthode qui dit je viens générer des adresses, je viens générer des numéros de sécu, des plaques d'immatriculation en masse, genre 500, et puis après, je sais que pour toutes mes données, je vais aller piocher dans ces 500 données que j'ai générées. Et puis, il y en a un deuxième qui est le Multiple Column Anonymizer qui permet, lui, de faire de l'anonymisation avec des données qui sont un peu plus cohérentes entre elles. Par exemple, quand on anonymise une adresse postale, eh bien, en fait, on va avoir des données qui vont être cohérentes, on va avoir des données postales entières, et du coup, quand on anonymise une seule et même ligne, on va avoir une adresse cohérente sur la même ligne de base de données. Hop. Et maintenant, on va voir un peu plus comment ça fonctionne à l'intérieur avec Pierre. Voilà, donc on expliquait tout à l'heure qu'effectivement on effectue une requête update par table et que chaque anonymizer, c'est-à-dire chaque implémentation qui sert à faire des données pour vos données, va venir altérer cette requête update. C'était pour ça qu'on est passé par une étape qui est d'avoir un query builder SQL, donc une API fluente qui permet d'écrire son SQL sans
écrire du SQL, juste avec des appels de méthode, ce qui nous permet d'ailleurs, point 3, de pouvoir gérer nativement plusieurs vendeurs SQL. Si par magie ça marche sur PostgreSQL, SQLite, MySQL et SQL Server, c'est parce que on a ce query builder qui gère tous les dialectes pour nous. Et à chaque fois que d'ailleurs on a des besoins nouveaux et qu'on trouve des nouvelles variations dans les SGBD qui ne supportent pas bien le standard SQL, parce que à savoir que le seul qui supporte vraiment le standard SQL, c'est PostgreSQL, eh bien on va enrichir ce query builder qui ensuite sera mis à jour dans les dépendances et nous permettra de générer des requêtes SQL qui utilisent des fonctionnalités natives et récentes des moteurs des bases de données. Donc du coup là on va parler un peu plus pas des anonymisers qui se contentent de générer une string aléatoire ou de mettre un mot de passe en dur, mais plus des anonymisers qui se basent sur les listes de données, parce que c'est un des besoins les plus récurrents, par exemple une liste de prénoms et puis en associer un au hasard. Donc du coup, pour ça, ce qu'on fait, pour que ce soit rapide et que ça fasse juste un update, c'est qu'on crée des tables de samples. Donc ce qu'on appelle les samples, c'est nos listes de données. Donc il y aura une table pour les prénoms, une table pour les noms. Donc on va aller altérer le schéma de votre base de données. On va y injecter des tables avec tous vos samples. Et puis, pour pouvoir après optimiser les requêtes SQL, on rajoute un identifiant sur votre table métier qui sera supprimé après. Qui n'est pas une clé primaire et qui n'est pas un auto-incrément en MySQL, c'est une séquence. D'ailleurs, en MySQL, comme on ne peut pas mettre deux auto-incréments sur une même table et qu'il n'y a pas de séquence, c'est une fonction qui est rajoutée dans votre base qui va permettre de générer ça. On verra pourquoi c'est important après. Là, ce qui est important, c'est que déjà, normalement, vous ne lancez pas ça sur votre prod, donc vous n'allez pas péter votre table, votre base. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, il y a une procédure de nettoyage à la fin qui enlève toutes les choses qu'on a rajoutées. Comment ça marche plus particulièrement, j'avais précisé, c'était une simple requête d'update sur chaque table. Donc on fait update customer, set nom égale ma table de sample.value, civilité.value. Une table conjointe sur elle-même, parce que dans le standard SQL, on ne peut pas utiliser de jointure sur un update, sauf si on remet la table dans la clause from. Bon, ça c'est une petite subtilité. À savoir que là, le SQL que je vous montre, c'est du SQL standard, mais que la façon dont c'est généré pour les différents vendors varie à cause de bugs, notamment dans MySQL et dans SQL Server. Et puis, on jointe la table sur elle-même. D'ailleurs, la ligne là n'est pas bonne, il manque un point ID. Voilà, donc ça, c'est comment on identifie les rows de la table qu'on va mettre à jour. Et ensuite, pour chaque table de sample, on va créer une jointure sur une sous-table qu'on va partitionner. Et la partition, ça sera un order random. Donc on prend une table de sample, on l'order random, on identifie un numéro de ligne à chacun des samples. On en extrait la requête qui, du coup, ça fait une table temporaire qui reste en mémoire, et on jointe sur cette table temporaire. Et comment on jointe? On jointe avec un modulo de notre identifiant généré égal, modulo de notre identifiant généré par rapport au nombre total de samples qu'on a, ce qui nous permet d'avoir, par exemple, si j'ai 7 items dans ma table de samples, j'aurai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ce qui permet de ne pas oublier de lignes et de s'assurer que si j'ai 1 million de lignes, elles soient bien toutes anonymisées. Et donc du coup, comme on peut le voir, ça on le fait par on fait autant de jointures que de colonnes qu'on a à anonymiser. Nous on a fait des tests où on pouvait monter à des dizaines de colonnes sur des tables assez grosses de l'ordre du million. Sur ma machine c'était toujours sous les 10 secondes avec un PostgreSQL, donc c'est des requêtes SQL qui marchent très très bien. Et c'est pour ça que ça va vite. Vous voyez qu'on met une petite limite dans la table temporaire qu'on crée, qui est le nombre d'items total qu'il y a dans la table qu'on veut anonymiser. Ça, c'est un petit trick pour optimiser les perfs. Si j'ai une table de sample qui est plus grosse que ma table de data que je veux anonymiser, ça fait une requête plus petite, voilà, tout simplement. Ça fait un résultat plus petit. Donc voilà, donc ça fait des grosses requêtes SQL un peu imbitables, très difficiles à lire, mais l'intérêt d'utiliser l'outil, c'est qu'il le fait pour vous et que vous n'avez pas besoin de vous en soucier.
Et en plus, comme on s'est focalisé sur 5 vendors différents, on l'a testé, on l'a mesuré sur les 5 vendors, et on est sûr que ça marche. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, et donc maintenant, on va passer à What's Next. Je ne sais plus qui c'est qui doit prendre ça. Ah, c'est moi. Et donc du coup, c'est un produit qu'on a développé à travers le temps. On a quelques contributeurs ponctuels et on a surtout une roadmap, parce que nous, des projets, on continue à en faire. Puis on l'utilise en plus. Et donc du coup, j'avais une petite question d'abord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent d'autres vendors que PostgreSQL, SQLite et MySQL et ses variants? Ouais, c'est quoi à tout hasard? SQL Server, ok. Ouais. Donc Oracle, ouais. Bon, Oracle, on avait fait exprès de le mettre de côté parce que on n'a jamais réussi à installer correctement Oracle. Pardon. Ouais, on avait un expert pour ça il y a une vingtaine d'années dans l'entreprise, mais bon, il est presque à la retraite maintenant. Oracle et SQL Server, ouais, mais ça ne m'étonne pas. Donc voilà, donc, dans les contributions qui sont possibles, si un jour vous avez envie de nous aider, vous pouvez travailler sur Oracle et SQL Server et nous permettre de nous débloquer sur ces sujets-là, parce qu'on n'a pas forcément le temps de travailler dessus. Donc il y a plusieurs points qu'on va mettre en place. Donc j'ai beaucoup parlé des listes de données et Simon a parlé des packs d'anonymizer. Donc les packs d'anonymizer, c'est quoi? C'est essentiellement des grosses listes de données. Voilà. J'ai une liste de 1000 prénoms français, qu'on peut voir en France, c'est une liste de 1000 noms de famille, une liste de 100 000 adresses qu'on a piochées au hasard en France, des choses comme ça, ou qu'on génère. Donc un pack, c'est quoi? C'est pour un certain métier donné, on va mettre un ensemble de listes de données dedans. Et donc du coup, dans notre roadmap, nous on aimerait bien que les utilisateurs puissent juste prendre un fichier texte et dire sample from, voilà, puis prends-moi ce fichier texte. Et ou aussi pouvoir peut-être plus tard faire de la génération avec des patterns un peu sympas, comme on peut voir dans les librairies Deepfaker classiques et compagnie. On a fait un pack qui s'appelle Faker, parce qu'en PHP il y a une lib qui s'appelle Faker, dans tous les langages il y a une lib qui s'appelle Faker, qui nous permet de l'intégrer de façon transparente et de déléguer la génération des données de notre sample de données à Faker à la volée. Mais ça marche plutôt pas mal. Mais voilà, il faut qu'on le documente, il faut qu'on le package, il faut qu'on le teste, qu'on l'industrialise. On va aussi rajouter des hooks qui vont permettre aux gens, plus tard, quand ils utiliseront notre package, d'exécuter du SQL custom en pré et post sur chaque table, etc., pour pouvoir préparer de l'environnement. Donc ça fait partie de notre roadmap à assez court terme. Et puis quelque chose qu'on nous a demandé aussi, on a commencé à réfléchir au sujet, qui est le fait de pouvoir whitelister des lignes, c'est-à-dire faire des anonymisations partielles. Parce que nous, on fait un update sur toute la table aujourd'hui, mais il y a une demande assez récurrente qui est pouvoir faire l'inverse, whitelist ou blacklist de row c'est-à-dire je veux soit anonymiser qu'une petite partie, ou soit je veux anonymiser tout sauf. Voilà, donc c'est des choses qu'on voudrait mettre en place. Et puis comme je disais, les other database vendors. Et puis continuer. Voilà. Du coup, quelque chose, je pense que vous l'avez compris, mais on va quand même leur dire. Donc, c'est un projet qui est sous licence MIT, qui est open source, et on aimerait bien, nous, que ce soit un outil qui soit communautaire. Donc, comme le disait Pierre, on a quelques contributions, mais c'est plus des choses ponctuelles, des petites résolutions de bugs, mais on n'a pas vraiment de gens qui développent l'outil avec nous. Et donc, on aimerait bien avoir des personnes qui nous aident là-dessus. Et donc, du coup, pour contribuer au projet, donc il y a 3 grandes possibilités de contribuer à un projet open source. Le premier, le plus facile, c'est de le partager, c'est d'en parler, c'est de mettre une petite étoile sur GitHub, parce que ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est la première, c'est la plus simple. Ensuite, la deuxième manière de contribuer à un projet open source, c'est tout simplement de nous dire quand vous observez des problèmes. Donc c'est soit que la documentation est mal faite, vous ne la comprenez pas, soit qu'il manque des choses dedans, soit que vous avez un bug en l'utilisant, et là c'est de nous faire une belle remontée de bugs, de faire une issue sur GitHub. Donc c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour nous, parce que si il y a des cas d'usage qu'on n'a pas en interne et que plein de gens se cassent les dents dessus, mais qu'on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Donc ça, c'est hyper important. Et puis donc la troisième manière de contribuer, qui est là du coup un peu plus engagée, c'est de développer.
Pour ça, il y a toute une liste de good first issues sur le dépôt GitHub du projet qui permettent de se mettre un peu dedans. Il y a tout un outillage aussi dans la documentation qui expliquait comment monter un environnement de développement. Donc on a tout un petit utilitaire, ce qui fait que c'est assez facile de rentrer dedans. Et puis la deuxième manière de contribuer, c'est si jamais vous avez un métier spécifique et que vous avez créé un ensemble d'anonymiseurs custom pour ce métier spécifique, et pourquoi pas en faire un pack et puis le proposer à la communauté pour que d'autres gens qui font le même métier que vous puissent en profiter également. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir contribuer au projet. Dernière petite remarque, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent en bas des slides, il y avait un petit logo documentation. Donc en fait, je vais vous donner le lien de la présentation après. À chaque fois qu'il y a ce logo-là, c'est un lien vers la documentation du projet au bon endroit pour retrouver les informations complémentaires. J'avais oublié de préciser une petite chose quand on parlait des flavors et du conteneur de l'image Docker. L'image Docker, elle peut se configurer directement avec des variables d'environnement. Sauf pour le mapping des tables et champs, bien sûr, c'est un peu plus complexe, mais c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement avec des identifiants d'URL qui changent ou qui sont aléatoires parce qu'ils sont créés par des pods et des machins, ça peut être, du coup, c'est pris en compte par l'image. Donc ça permet de l'intégrer dans des environnements un peu plus velus. Et voilà. Et je tiens à remercier Régis qui fait la transcription et qui m'a beaucoup fait rire toute la matinée. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, bravo pour le talk, c'était super. Moi j'ai une petite question sur l'orchestration avec les backups et les restores, l'anonymisation au milieu de tout ça. Est-ce que vous avez réfléchi à anonymiser le fichier de dump en direct, où vous êtes directement parti sur des requêtes sur la base de données? Je pense à ça parce que vous refaites un restore, enfin vous refaites un dump sur votre environnement de staging pour le renvoyer sur l'environnement local. S'il était déjà anonymisé en la table d'avant, en fait, ce même dump aurait pu servir pour plusieurs environnements. Donc voilà. ce que tu veux dire, c'est du coup de faire directement des modifications dans le fichier de dump, directement modifier à l'intérieur du fichier plutôt que de le passer par le SGBD. Ouais. Pour éviter en fait de faire deux fois le dump, parce qu'en fait vous faites un dump en prod, ouais. Et après en fait vous modifiez dans votre non prod les données et vous refaites un dump pour l'envoyer sur un autre environnement. Alors non, du coup on n'a pas du tout tenté ça. C'est vrai qu'on est parti sur directement faire des requêtes SQL parce que c'était quelque chose qu'on maîtrisait bien, et mais on n'a pas exploré cette piste. Et un dump, voilà, en fonction des vendors que tu vas utiliser, tu vas avoir des dialectes qui vont complètement varier du tout au tout, certains qui sont binaires, PostgreSQL avec la commande copy, etc. Et donc du coup supporter ça et faire de l'analyse de texte pour un fichier d'1 million de lignes, on aurait juste mis un temps infini comparé aux performances que nous offre le SGBD directement. On peut noter aussi que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les commandes de backup et de restore qui sont fournies avec le DB2 Bundle, en fait, ce qu'elles le font, c'est uniquement utiliser les utilitaires des outils qui existent derrière. Donc ça va être pgdump, ça va être mysqldump. Et en fait, ce qu'elles font, c'est juste qu'elles mettent une configuration de base qui va bien, et puis elles permettent d'abstraire l'utilisation de cet outillage-là. Mais par contre, on peut tout à fait paramétrer la manière dont on utilise cet outil derrière. Et donc, effectivement, comme le disait Pierre, on ne maîtrise pas la forme que va avoir le dump à la fin. Ouais, et c'est en plus pas obligatoire. C'est-à-dire que la commande anonymize par défaut, elle fait ça. Mais il y a un certain nombre de flags que tu peux passer quand tu la lances qui peuvent permettre de dire juste anonymise-moi in place et puis le reste, laisse-moi gérer. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'adopter le workflow, même si c'est celui que nous on met en avant et qu'on met en place chez nous. Alors merci pour le talk. J'ai 2-3 questions. Déjà, pourquoi utiliser un identifiant custom? En fait, pourquoi vous ne reprenez pas l'identifiant de la base ou un dérivé de l'identifiant natif qui aurait déjà dans la table pour repartir de lui? Enfin, alors, réponse très simple. Je fais une partition, avec le over, les window query en SQL, on crée ce qu'on appelle une partition qui est triée par random. Et la seule chose dont on peut extraire de ça, c'est un raw num. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, on a beaucoup de projets, nos identifiants, ce sont des UUID. Donc on ne peut pas jointer avec des UUID. Le fait de créer un identifiant qu'on indexe dans la table,
c'est quasiment $1, ça prend une fraction de seconde. Et ça permet de faire une jointure efficace avec ce modulo. C'est très simple, basique, ça marche. Et permettre d'utiliser l'identifiant déjà présent dans la table si c'est pas un UID, ou de dériver l'UID, mais je sais pas si ça marche. Alors le problème, c'est qu'on va générer des renums qui sont une séquence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui commence par 1. Si j'ai une table vivante qui est mutante, c'est possible que j'ai des enregistrements qui n'existent plus. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc ça permet de mieux distribuer. C'est un choix, quoi. Ouais. Sinon, vous avez montré sur Symfony qu'on pouvait annoter les champs de vos entités. Est-ce que ça existe dans d'autres langages, ou c'est des choses qui sont attendues pour automatiquement anonymiser? Alors, avec du Spring. Ouais. Non, pour le moment, on est vraiment sur du PHP parce que, en plus, le langage là derrière, c'est tout fait en PHP, tout ce construit derrière. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire des ponts pour en fait extraire. C'est vrai qu'on pourrait peut-être trouver des manières, mais là-dessus, nous, faudrait qu'il y ait des gens qui aient envie, qui viennent avec nous dessus, parce que comme nous, on est plus experts PHP, on connaît moins les autres langages back, on va avoir du mal à mettre en place ce genre de choses. Okay. Donc pour le moment, ça existe juste pour Symfony. Même l'intégration dans Laravel, elle permet d'auto-configurer les connexions aux bases de données, mais on n'a pas encore les annotations. Ça reste dans un fichier de conf à côté. Bon, à la Laravel, ils font ça dans des fichiers PHP à côté, donc on a essayé de garder l'esprit du framework, mais non, pour le moment, ça n'existe pas. Okay. Et dernière question, c'est un peu lié au waitlist. Est-ce que vous avez réfléchi ou c'est prévu d'anonymiser, mais directement sur la base et sur des timeframes, quoi? Imaginons que les données d'un client résilié, on a le droit de les conserver 2 semaines, et au bout de 2 semaines, elles peuvent être anonymisées, mais qu'on veut les conserver en prod pendant 1, 2, 3 ans pour faire de la stat, pour faire des choses. Voilà. L'anonymisation, pas de whitelist, mais de partiel sur des timeframes, en se rappelant qu'est-ce qui a été anonymisé, quoi. Alors, c'est une issue qu'on a, qui est ouverte depuis longtemps, parce que quelqu'un nous l'a demandé, et c'est pas une blague, et on y a réfléchi très sérieusement. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution magique pour le faire. Parce que la question se pose, si on veut faire les choses bien, de ne pas juste anonymiser une ligne dans ta table client parce qu'il est parti, mais potentiellement d'anonymiser en cascade les données métiers qui lui sont associées. Or, moi, ton métier, je ne le connais pas. Et c'est là où, dans ce genre de cas, il vaut mieux que ce soit une procédure métier qui fasse partie de ton outillage à toi, plutôt que d'utiliser un outil générique comme celui-là qui est plus, on va dire, qui sort du cadre de ton projet en fait, et qui va te servir à remplir à assouvir des contraintes légales et faire des choses un peu massives. Voilà. Mais le ticket reste ouvert, sachant que c'est une demande, c'est quelque chose, on revient dessus régulièrement et on se pose la question de comment on pourrait le faire. Il y a aussi quelque chose qui nous gêne avec ça pour le moment, c'est que, comme on l'a vu, on altère le schéma en créant nos propres tables et en rajoutant des ID, et faire ça en prod, on n'est pas très chaud, quoi. Ok, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a un mécanisme de rollback au cas où les updates foirent pour X raisons? Si ta requête update foire, a priori, si tu as un vrai GBD digne de ce nom, ça va rollback tout seul. Mais par contre, il y a une transaction et puis derrière, le DOM se remet. Alors, on n'a pas de transaction globale. Là, si on commence à faire ça et qu'on touche à toutes les étapes de notre enfin, nous, on avait des vrais cas d'utilisation. On avait des millions d'enregistrements sur je ne sais pas combien de tables. Si on avait fait une transaction géante, il aurait fallu des gigas et des gigas et des gigas de RAM sur la machine, ça n'aurait pas été gérable. Mais par contre, si tu as une requête update qui foire, une requête update est censée être atomique normalement. Donc, à noter aussi que du coup, on anonymise toujours un dump. Donc même si la requête SQL a foire, normalement, il y a le restore qui a été fait, il y a le backup qui a été fait de l'environnement tel qu'il était au départ. Tu peux toujours le remettre. Ton fichier de dump, tu n'y as pas encore touché, donc tu peux toujours le remettre. Donc les risques sont assez limités. Et ça, c'est automatique? Non, c'est pas automatique. D'accord. Pas pour le moment. Si on lance ça la nuit, le matin, on peut arriver et la base est... tu peux avoir ta base de ta recette, de ta staging ou d'une CI que tu as montée qui est pétée, mais a priori, ne fais jamais ça sur ta prod. non, bien sûr. Mais oui, mais c'est à ça. En fait, moi, j'ai envie de dire, les environnements un peu de test qui pour faire joujou, ça sert à ça, ça sert à être cassé. Hein. Donc, mais non, mais c'est vrai que ça pourrait être... on n'a pas de mécanisme qui permet de faire ça. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà prévu ou mis en place des systèmes aussi, enfin des mécanismes de replace ou de mapping
mais est-ce qu'il peut y avoir des cas où il y a certaines valeurs, on veut systématiquement les remplacer par une valeur précise? Je pensais notamment pour connecter des services tiers, remplacer des URL, des choses comme ça. On n'a pas prévu ça très exactement, mais c'est un excellent use case. Ouvre-nous une issue, ça me ferait plaisir de le faire. En plus, je vois bien l'utilité pour le coup, tout à fait. Mais on a quelques mécanismes qui ressemblent à ça, mais qui ne sont pas ce que tu demandes, notamment par exemple sur les adresses email. On a souvent le cas où on a eu des bases un peu explosées où il y a les mêmes adresses email qui se retrouvent partout. Donc on a une variante qui fait un hash prédictible de l'email d'origine, qui est salté avec une clé privée au moment du dump et qui est droppé après, donc ce qui veut dire que tu ne peux pas l'attaquer par immutable. Mais du coup, comme le hash est prédictible au sein de du même run de l'anonymizer, si tu retrouves le même email dans plein de tables, tu vas retrouver le même hash à la fin. On avait pensé à ce use case, mais le coup du mapping, effectivement, explicite, c'est une bonne idée. Très, très bonne idée. J'ouvrirai forcément une issue dans ce cas-là. Bonjour, merci pour ce talk, c'était très intéressant. J'ai juste une question sur les données qu'on anonymise. Est-ce que si jamais on a une contrainte, par exemple, d'unicité sur cette colonne-là, est-ce que le système d'anonymisation il va marcher de la même façon? Je pense par exemple à une colonne genre des emails qui sont des logins qui doivent être uniques et donc on a une contrainte d'unicité dessus. Est-ce que ce système-là d'anonymisation il marcherait pareil? Alors c'est une bonne question. Sur les emails, donc on a dit que ça posait pas de problème parce qu'on faisait un hash de l'email de base. Par contre, sur d'autres anonymizers, on peut avoir des problèmes. Par exemple, sur les noms et prénoms, on part d'un dictionnaire de 1000 noms, donc tout de suite, forcément, si tu as plusieurs lignes, tu vas te retrouver avec un problème. Par contre, sur les données qui sont générées comme des numéros de téléphone, tu peux, je crois que sur certains anonymizers, il faudrait vérifier, je me souviens plus exactement, mais il y a des options pour dire je veux que ce soit unique, et à ce moment-là, il va d'abord aller voir le nombre de lignes qu'il y a en base de données pour générer autant de fausses données qu'il y a de lignes en base, ce qui fait qu'on aura bien le nombre de données exact qui correspond aux lignes, donc on aura une unicité. Voilà. Mais à vérifier, je ne sais plus si c'était un truc qui était en cours ou si on l'a vraiment fait à la fin, je me souviens plus exactement. Mais ça me parle d'un truc comme ça. Ouais, puis techniquement, nous, on n'est jamais tombé sur le besoin à part effectivement les emails. Donc, mais parce qu'aussi, on n'a jamais eu de choses comme des usernames ou des trucs comme ça à anonymiser. D'ailleurs, tu avais oublié de préciser à ce sujet, j'y pense maintenant, c'est pas une anonymisation complète parce que on va pas jusqu'à anonymiser les identifiants dans les tables. Donc c'est une pseudonymisation parce que il n'y a pas voilà, le user 500 ça restera le user 500 même si le chiffre ne veut rien dire et même si en théorie on est censé anonymiser ça aussi, on ne le fait pas parce que là ça nécessite de faire des opérations en cascade qui sont beaucoup plus contraignantes et on est obligé de sacrifier la performance au profit de la cohérence et ça ne serait pas gérable aujourd'hui. On peut prendre éventuellement une dernière question ? Pas de dernière question ? Ah bah bravo, quelle déception. Eh ben bon appétit. Merci. Merci.